Quel est le terrain d'entente que tous ces partis, je parle des Européens, des États-Unis et de l'Ukraine avec la Russie, peuvent trouver pour travailler ensemble? Voyez-vous un terrain d'entente? First of all, just to say that your voice is a little bit broken up. Tout d'abord, je tiens à dire que votre voix est un peu hachée de mon côté, mais c'est suffisant. Oui, mais il faut être clair sur ce qui s'est passé à Anchorage, en Alaska. Et en grande partie, cela manque parce que les gens ont abordé cela, comme d'habitude, avec une approche occidentale laïque et rationnelle. Quelle est la stratégie, ce qui a été convenu? Quels sont les points sur lesquels il y a eu accord? Et je pense que, en réalité, d'une certaine manière, ils ne voient pas la forêt pour les arbres, ou plutôt les arbres pour la forêt, car ils passent à côté des choses les plus importantes qui se sont produites en Alaska. Et d'ailleurs, les choses les plus importantes sont psychologiques, pas rationnelles ou mécaniques. Elles sont psychologiques et elles sont essentiellement symboliques. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont Trump, à son arrivée, a traité Poutine et la Russie a été énorme. Pendant toutes ces périodes, depuis de nombreuses années maintenant, les Européens ont imposé ce qu'ils appellent un cordon sanitaire. En d'autres termes, un boycott de la Russie. La Russie arrive, des délégués russes entrent dans une salle pour parler, et tous les Européens se lèvent et partent. Ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas. Pour eux, la Russie est, si vous voulez, au mieux une entité criminelle, peut-être même un criminel de guerre. Et donc, ils ont créé cette sorte de barrière autour de la Russie, faite de diabolisation, pas seulement de diabolisation, mais aussi de mépris envers la Russie en tant qu'État et envers Poutine en tant que personne. Et puis nous avons vu, qu'avons-nous vu? Qui d'autre a eu ce traitement? Le président des États-Unis, Trump, a en fait rencontré Poutine sur le tarmac. Pas un ministre des Affaires étrangères, pas quelqu'un d'autre, mais Trump lui-même est allé accueillir Poutine alors qu'il descendait les marches et ils sont repartis ensemble. Il y avait des preuves, pour quiconque regardait les images télévisées venant d'Alaska, qu'il a traité Poutine avec respect et s'est montré amical. On pouvait voir qu'il y avait une empathie entre les deux hommes, et cela est symboliquement extrêmement important. On ne peut pas revenir en arrière après de telles images. Ces images marquent un tournant. La Russie a brisé, si vous voulez, ce cordon sanitaire que les Européens avaient imposé. Je veux dire, il y a toujours des sanctions et des tarifs douaniers, bien sûr, mais l'isolement réel, le boycott de la Russie n'a plus de sens après avoir vu le président américain l'inviter aux États-Unis, dérouler le tapis rouge pour lui serrer la main, l'accueillir de manière très amicale et ouverte. Et plus encore, probablement au grand effroi de son service de sécurité. Il a dit « Allez, partage ma voiture, nous irons ensemble ». Je crois qu'on l'appelle la bête, mais nous irons ensemble dedans. Et vous savez, il y a eu beaucoup de cris et on disait c'était une faille de sécurité. Mais franchement, qui s'en soucie? Cela a complètement changé la donne. C'était donc, si vous voulez, le premier point à retenir. Maintenant, ce que je dirais, et c'est là que j'aborde, si vous voulez, les aspects plus psychologiques de la question, c'est que Trump, d'une certaine manière, est devenu une figure mythique. C'est quelqu'un, et son grand ami Steve Witkoff, a un jour dit que Trump croit que sa présence très imposante, peut en réalité pousser les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement, simplement à cause de la présence de Trump. Et parce qu'il semble avoir une présence dominante, il existe un mythe autour de lui. Que veux-je dire par mythe? J'entends vraiment un mythe au sens où dans l'ancien monde, un mythe était toujours censé donner un sens intérieur, si vous voulez.
C'était pour représenter l'égalité, quelque chose qui allait au-delà de la normalité. Et nous pouvons tous le constater. Je veux dire, c'est évident même pour les Occidentaux les plus rationnels. La carrière de Trump n'est pas celle d'un politicien ordinaire. Il a, vous savez, fait face à des tentatives d'assassinat. On a essayé de le faire dérailler. Il est toujours revenu, presque, vous savez, aux moments les plus inattendus. Combien de procédures judiciaires y a-t-il eu contre lui? Impossible de les compter. Et pourtant, il est revenu. Donc, il est, en un sens, une sorte de figure mythique qui a vraiment réussi à surmonter tout cela. Et vous savez, les mythes ne sont pas nécessairement factuels. Ils ne sont pas forcément exacts. Ils contiennent en eux-mêmes quelque chose d'une vérité. Et peut-être que la vérité concerne toutes les facettes de lui que les autres parties de l'Occident détestent. Parce que d'une certaine manière, on crée, Carl Jung le disait souvent, on crée ses propres ombres, ses propres démons, ceux qu'on descend combattre aux enfers, mais en réalité, ils viennent de nous. Ils viennent de notre propre esprit. Ainsi, Trump possède une sorte de qualité particulière, une sorte de présence imposante. Et si vous voulez voir ce que je veux dire exprimé concrètement, regardez les vidéos de la réunion suivante à la Maison-Blanche avec les Européens, où ils sont tous assis en rang sur de petites chaises droites dans le couloir, attendant d'entrer dans le bureau du directeur. Je veux dire, vous savez, c'est aussi une question d'optique qui va changer la réalité. C'est une question d'optique. Ils se comportaient tous, revenez en 2019, quand on voyait Trump assis là, les bras croisés, avec la chancelière allemande et tous les Européens qui se tenaient debout, penchés sur lui, le doigt levé. Et quelle image avons-nous vue aujourd'hui? Une sorte de collégien assis sur des chaises devant le Resolute Desk, après avoir été autorisé à entrer depuis le couloir. Ça me rappelle mes années de collège, quand j'allais dans le bureau du directeur. Donc ce sont des optiques qui changent la réalité. Et elles étaient symboliquement extrêmement importantes. Mais il y a autre chose, et je pense que cela explique beaucoup de choses. Si vous comprenez ce dont je parle, je veux dire par là que certaines personnes deviennent des mythes, dans le sens où elles possèdent une sorte de pouvoir inhérent, au-delà de la normale, sur les autres, qu'elles ont soit du charisme. Je veux dire clairement, et je tiens à ce que ce soit très clair, Trump n'est pas Dieu ni une divinité mythique. C'est un oligarque de l'immobilier sans un sens très développé de ce qui est beau ou non. Et il a un ego démesuré. Mais néanmoins, historiquement, les personnes qui ont ensuite été portées au nu et considérées comme de grandes figures ont en réalité dans la pratique été des hommes tout à fait ordinaires et ont souvent été peu appréciés de leur vivant. Je veux dire, l'histoire américaine en a changé plusieurs aussi. Donc il n'est pas, vous savez, c'est juste un être humain ordinaire. Mais il a effectivement, et Witkoff a peut-être raison, je veux dire, comme je l'ai dit, il suffit de regarder ce qui s'est passé à la Maison-Blanche ces derniers jours pour voir tous les Européens se courber, oui monsieur, devant lui. Et c'est ce que j'entends par mythique. Cependant, et c'est le deuxième point que je veux vraiment souligner, qui commandait? Qui vous a semblé être une figure véritablement dominante à Anchorage? C'était Poutine. Poutine possède lui aussi certaines de ses qualités mythiques. Je veux dire, il était une personne complètement différente, une figure totalement différente de celle de Trump. Leur caractère est différent. Mais ils avaient, et je pense qu'en un sens c'est le lien, si l'on veut, qui existe entre Trump et Poutine, que Trump reconnaît en Poutine un père, un égal, une personne dotée également de qualités mythiques. Il ne s'agit pas de pression ou de compromis, comme l'Occident ne cesse de le répéter.
c'est qu'il l'a reconnue et l'a traitée en conséquence. Et voilà. Je veux dire, regardez le contraste avec les Européens, un peu alignés à la Maison-Blanche. Et lors de la conférence de presse, qui a pris la parole en premier? Ce n'était pas Trump. C'est Poutine qui a parlé en premier, avec beaucoup d'assurance et en maîtrisant parfaitement la situation. Il était à l'aise, il avait une présence. On peut peut-être s'arrêter là. Et je pense qu'il y a quelque chose qui existe entre eux. C'est pourquoi je dis que c'est quelque chose qu'il faut essayer de prendre en compte pour comprendre cela. Pas seulement de façon rationnelle. Oui, Poutine et Trump se sont rencontrés et blablabla, voilà ce qui en est ressorti. Non, il en est ressorti quelque chose de plus. Quelque chose qui en réalité a changé toute la donne. Et ce qui en est ressorti était également très important et très symbolique, car il n'en est pas sorti un plan ni une sorte d'accord détaillé avec un document comportant 20 points. Pas du tout. Ce qui en est ressorti, c'est, je pense, ce qu'on pourrait appeler une entente ou un cadre de compréhension et d'intérêt commun qui a émergé de cela. Alors, quel était l'accord de base? Et c'est pourquoi il n'a pas eu besoin d'être développé à ce moment-là. C'était une compréhension très simple. Le soi-disant conflit gelé qui pesait sur cette question, si vous voulez, empêchant tout progrès vers une quelconque avancée sur la question ukrainienne. Le conflit gelé sur les lignes de contact existantes resterait en l'état. Et ensuite, plus tard, il serait résolu. C'est terminé, fini, clos. Et Trump a clairement indiqué qu'il s'oriente vers l'idée de Poutine d'une solution politique négociée de paix qui s'attaquerait aux causes fondamentales du conflit et ne se limiterait pas simplement à une sorte de partage, du genre « voilà la moitié, voilà l'autre moitié ». Il ne s'agirait pas simplement d'un échange de territoire, mais de quelque chose de plus vaste. Et je pense que Poutine l'a très clairement exprimé. Non seulement, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit à Trump, bien sûr, mais plus tard, lorsqu'il a informé les notables russes à ce sujet, il a été très clair qu'il y avait d'autres aspects. Il a été question de l'Alaska, de l'Arctique, et cela ressortait clairement du type de personnes qui participaient à la réunion. Vous savez, le ministre des Finances, Kirill Dmitriev, le directeur de leur fonds souverain, qui en fait parle américain. Je veux dire, il était chez Goldman, ou dans l'une de ses banques. Je pense que c'est Goldman Sachs. Donc il sait comment parler à Trump et à Witkoff dans un langage qu'ils comprennent et qu'ils apprécient. Et il y en avait d'autres. Et vous savez ce qui en est ressorti, c'est que, juste avant la réunion d'ailleurs, Trump avait signé un décret présidentiel qui revenait sur la question de la participation d'Exxon dans un champ arctique, comme une sorte de mesure préparatoire. Mais voici ce que Poutine dit à Trump. Écoutez, l'Arctique, les terres rares, le pétrole, le gaz, tout cela, nous pouvons l'explorer ensemble. Et cela vous apportera, je veux dire, vous pouvez aussi avoir le Groenland si vous le souhaitez, mais il y a potentiellement des milliards et des milliards de dollars pour l'Amérique là-dedans. Mais il faut aussi examiner l'architecture de sécurité plus large de l'Europe. Parce que c'est là l'origine. Au fond, c'est la cause du conflit et des tensions pour la Russie et en Asie centrale. Le fait que l'accord, à la fin de la guerre froide, selon lequel l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce au-delà des frontières de l'Allemagne, a été abandonné, et qu'à la place, ils ont envahi l'Ukraine. Je sais qu'on présente toujours les choses dans l'autre sens, mais en réalité, ils ont organisé un coup d'État, installé leurs forces par procuration en Ukraine et à Kiev, puis ont commencé à envahir essentiellement les régions peuplées de Russes en Ukraine, dans le Donbass. Donc, si l'on veut, c'est l'invasion par l'OTAN qui est vraiment à la racine de tout cela. Le mouvement et l'expansion continuent. La Finlande vient de rejoindre, élargissant énormément la frontière entre la Russie et l'OTAN. Cela doit donc être mis sur la table.
So this has to be on the table, and also nuclear weapons, intermediate. Et aussi les armes nucléaires, les missiles intermédiaires. Poutine prend cela très très au sérieux. Je le sais parce que je l'ai entendu en parler personnellement à une occasion. J'étais dans la pièce lorsqu'il s'exprimait, et il prend cela très au sérieux. Et c'est compréhensible, car c'est vraiment un sujet très grave, en particulier pour les missiles à courte et moyenne portée, mais aussi pour le traité START, qui doit expirer assez prochainement. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que, en réalité, cela joue en faveur de Trump, parce que la situation était tellement inextricable qu'il hésitait à s'impliquer de nouveau en Ukraine. Vous savez, la semaine précédant le déplacement de Witkoff pour organiser cette rencontre, il hésitait vraiment à le faire, parce que c'est tellement inextricable. Mais ensuite, en partie à cause d'Epstein, en partie à cause du Sénat, en partie à cause de l'État profond, toutes ces pressions sur lui, il a décidé « je dois simplement le faire. Il faut que ce soit fait. Nous devons sortir de là. » Et il a dû faire une concession, comme il l'a dit à l'un de ses interlocuteurs, à la base MAGA. Parce que vous savez, il n'y a pas que l'affaire Epstein, il y a aussi ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi, vous savez, la menace d'une nouvelle guerre. C'est cela qui agite sa base. Et il n'y a pas que MAGA, ce sont aussi les jeunes Américains. Je veux dire, le groupe démographique crucial des jeunes Américains, jusqu'à 35 ans, leur position évolue vis-à-vis d'Israël, et elle évolue aussi par rapport à l'idée des guerres. Et vous savez, c'est vraiment une question existentielle pour Trump, avec les élections de mi-mandat qui approchent, car il n'a, je crois, qu'une marge de 3 sièges dans les 2 chambres, au Congrès, au Sénat et à la Chambre des représentants. Je veux dire, vous savez, cela peut changer. 300 millions de dollars dépensés ici, 300 millions là par l'opposition, qui sait quel sera le résultat? Donc je pense qu'il a finalement estimé qu'il devait le faire. Et il y a un avantage pour Trump à agir de cette manière, dans laquelle lui, Trump, permet à la Russie de forcer la question, d'imposer militairement une solution à Zelensky, à l'Ukraine et aux Européens, de l'imposer par la force militaire aux populations pour obtenir ce résultat. On ne sait pas combien de temps cela prendra, ou même si cela se produira vraiment, mais c'est clairement dans l'intérêt de Trump. Rester en retrait et laisser Poutine imposer une issue. Et cela s'est déjà produit auparavant, si l'on remonte à 1944, il y a longtemps. Mais c'est ce qui s'est passé avec la guerre contre la Finlande. Finalement, l'armée soviétique a imposé une issue, il y a eu un accord, une certaine partie du territoire a été cédée, etc., etc. Donc je pense que Trump voit cela comme un avantage. Et donc l'accord, si on peut l'appeler ainsi, mais en réalité ce n'est qu'un cadre intellectuel. Il n'est pas abouti. Il n'y a pas de détails. C'est simplement, je pense que Trump a dit, écoutez, poussez dans ce sens. Obtenez un résultat en Ukraine parce que cela n'arrivera pas autrement. Je veux dire avec un conflit gelé, où est la solution là-dedans? Cela n'arrivera pas. Donc Trump dit en fait, je me retire, je pars, je me désengage de tout ça. À vous de jouer, vous pouvez le faire. Et moi, à ma façon, je gérerai les Européens, le Sénat et tout le reste. Et comment fait-il cela? Comment gère-t-il la situation? Eh bien, à la manière de Trump. C'est tout ce que je peux dire. Il inonde la sphère de l'information de tellement de bruit que personne ne sait vraiment s'il arrive ou s'il part, s'il quitte l'Ukraine ou s'il y revient. Et les Européens repartent en se sentant assez confiants jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'en réalité, il n'y a aucune garantie de sécurité significative venant des États-Unis, sur lesquelles ils comptaient lors de cette réunion. Donc je pense qu'il essaye de gérer ces pressions qui pèsent sur lui. Et c'est important aussi pour Poutine, car vous savez, Poutine n'est pas sans pression. Et il subit des pressions de la part de son entourage. Et vous savez, il y a beaucoup de Russes fidèles à Poutine, mais qui craignent qu'il soit poussé
ou contraint à accepter un Minsk III. but fear that he will be pushed or compelled into a Minsk III. That is a further sort of compromise. C'est un autre type de compromis du genre qui a finalement conduit à une nouvelle flambée de guerre et que toutes les pertes humaines subies par la Russie pour en arriver là ne seraient pas suffisantes et qu'il faudrait à nouveau sacrifier la vie de jeunes hommes dans quelques années après que l'Occident aurait réarmé les Ukrainiens, etc., et les aurait aidés à avancer. Donc je pense qu'il est important de dire, tout d'abord, que le fait que l'ébauche propose une solution pour la première fois offre au moins un cadre. Il n'a pas été développé, c'est juste une sorte de synthèse et il n'y a pas encore de détails. Et il ne peut probablement pas y avoir de détails pour l'instant, car il y a tellement de pression, tellement de force qui s'exerce actuellement sur ces deux parties principales, que vous savez, il va falloir avancer ainsi. Donc il n'est pas du tout inévitable qu'il y ait un succès. Je veux dire, il se peut que nous revenions à une escalade, parce que ceux qui s'y opposent pourraient essayer de tout faire échouer en menant une action provocatrice contre la Russie ou autre chose, ou en essayant, si vous voulez, de ruiner l'accord en imposant des sanctions et des pressions supplémentaires sur la Russie. Je veux dire, il existe de nombreuses façons de mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est au moins le genre de cadre qui pourrait ouvrir la voie à l'avenir. Et cela s'est produit, comme je l'ai dit, d'abord à cause de l'impact psychologique énorme que Trump a créé en saluant la Russie comme une grande puissance et en la reconnaissant comme telle. Et c'est aussi, je pense, le fait qu'il ait reconnu que Poutine était de la même stature que lui et les traité avec déférence et respect. Cela a jeté les bases d'un certain degré de confiance entre eux deux. Est-ce suffisant? L'une des grandes difficultés avec Trump, c'est qu'il est tellement imprévisible. Cela fait partie de son caractère. Je veux dire, il dit une chose et manque de tout faire exploser quand il arrive à la Maison-Blanche et commence à dire « Eh bien, je n'exclurai pas des troupes au sol en Ukraine ». Et vous savez, oui, il y aura une sorte de force de sécurité américaine, ce qui oblige Rubio à passer derrière lui en disant « Écoutez, calmez-vous, tout le monde se calme, il n'y aura pas de troupes au sol ». En fait, comme il l'a dit très clairement, l'Amérique ne va plus fournir d'armes ni d'argent. Si des armes doivent aller en Ukraine, ce sera aux Européens de le faire. S'il doit y avoir des garanties de sécurité, ce seront les Européens qui devront les offrir en leur propre nom. L'Amérique peut coordonner un peu, mais elle n'assurera pas la couverture. Et c'est là le point clé, car tous les Européens savent qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils ne peuvent pas réellement aller en Ukraine, comme force de maintien de la paix ou autre, s'ils n'ont pas l'assurance d'un soutien, que l'Amérique viendra les appuyer. Et cela a été dit très clairement, il n'est absolument pas question que nous vous couvrions sur ce point. Vous voulez le faire. Allez-y, investissez votre argent, envoyez vos armes, prenez le contrôle. Bien sûr, l'Europe ne peut pas faire cela. En fait, je veux dire, vous savez, c'est une situation ridicule dans laquelle l'Europe s'est mise. À mesure que l'Amérique s'éloigne de sa pleine hégémonie, elle laisse aux provinces périphériques de l'Europe le soin d'assumer le fardeau de l'Empire dans cette partie du monde. Ils n'ont pas l'argent. Leurs stocks d'armes sont pratiquement vides. Donc, je ne pense pas que ce soit réaliste ou même sérieux. Vont-ils finir par accepter cette position, ce qui s'est passé à Anchorage? Vous savez, je ne suis pas sûr qu'ils en soient capables. Le récit américano-européen, selon lequel nous sommes forts, ils sont faibles, est tellement ancré dans une grande partie du discours et de la pensée occidentaux que la plupart des gens ne disposent même pas, vous savez, des faits. Les faits qu'ils continuent d'énoncer
doivent être adaptés au récit. Nous gagnons, ils perdent. Il sera donc très difficile pour les Européens, en particulier pour les Européens, d'accepter cela, d'accepter que non, nous sommes en train de perdre. Cela va être extrêmement difficile et avoir de grandes conséquences politiques, ce qui explique pourquoi ils sont dans un tel état de désespoir et se précipitent comme des enfants à Washington pour essayer de voir s'ils peuvent faire revenir Trump sur sa position. Donc, vous savez, il pourrait y avoir des représailles à venir qui bouleverseraient tout ce processus. Mais néanmoins, s'il n'y a pas de retrait ukrainien du Donbass, la guerre continue. S'il n'y a pas de changement, pas d'acceptation politique de la part de Zelensky et de Kiev, alors la guerre continue. Et c'est vraiment la perspective que nous avons, et peut-être l'issue la plus probable, que la guerre continue, tout simplement. Je veux dire, il est évident que nous avons atteint un moment critique avec ce qui se passe à Pokrovsk et cette sorte de ligne de forteresse de ville dans le Donbass, qui est clairement en train de s'effondrer et de se disloquer. Et cela aura, je le soupçonne, un impact profond sur l'Ukraine. Mais il semble que ce soit très probablement le résultat le plus probable, je dirais. Mais il ne faut pas exclure le fait qu'à un moment donné, parfois, les gens finissent par accepter la réalité et regarder la vérité en face et dire, qu'ils soient ukrainiens ou européens, eh bien, nous avons perdu la guerre. Nous l'avons perdue. Et il est vraiment temps d'accepter cela et de commencer à réfléchir à ce que cela signifie et à la manière dont nous devons nous réorienter, à la façon dont nous devons nous percevoir pour l'avenir. Nous ne pouvons pas simplement continuer à faire la même chose qui échoue. Nous devons commencer à repenser en profondeur notre stratégie, et pas seulement la stratégie ukrainienne. Voilà où je pense que nous en sommes. So that's where I think we are.